Bien. Bonjour à tout le monde. Donc moi je me présente, je suis Anaïs Ernaud, je suis effectivement neuropsychologue au sein du service de génétique clinique de l'hôpital Robert Debré. Notre service est rattaché au centre référent maladies rares, des anomalies du développement et syndrome malformatif. Et bonjour, moi je suis Faustina Georges, également neuropsychologue dans le service de génétique clinique de l'hôpital Robert Debré. Au sein du service, notre principale activité, c'est une activité d'évaluation neuropsychologique pour des enfants présentant un syndrome génétique ou dans le cadre d'une suspicion d'anomalie génétique. Donc aujourd'hui, tout d'abord, on va reprendre ce qu'est la neuropsychologie pour vous l'expliquer. Puis, on va vous expliquer en quoi consiste un bilan neuropsychologique, comment ça se déroule, par la suite, ce qu'on en tire, quelles sont les conclusions de ce bilan et à quoi ça va servir. Donc, c'est-à-dire les recommandations et prises en charge. Et nous conclurons après. Alors, la neuropsychologie, ça permet d'étudier la relation entre les fonctions cognitives, les émotions, le comportement, les apprentissages et les différentes structures cérébrales en développement chez l'enfant. Donc, le bilan neuropsychologique a plusieurs objectifs. Tout d'abord, il permet d'explorer les différents domaines cognitifs tels que le langage, la mémoire, l'attention, encore le raisonnement, les fonctions exécutives, les capacités visuospatiales. Il permet ainsi d'identifier les faiblesses, mais aussi les forces de l'enfant. C'est-à-dire, on va regarder quelles sont les fonctions altérées et les fonctions préservées. Ça permet ainsi d'établir un profil cognitif et aider au diagnostic fonctionnel. Pour ensuite orienter les prises en charge rééducatives, préconiser les aménagements pédagogiques. Alors effectivement, le bilan neuropsychologique va permettre de mieux comprendre les comportements de l'enfant et de participer au diagnostic fonctionnel. Ce diagnostic fonctionnel va permettre de caractériser les troubles du neurodéveloppement que présente l'enfant. Donc pour commencer, on va vous proposer une définition, celle reprise par la Haute Autorité de Santé en 2020. Donc les troubles du neurodéveloppement, c'est une perturbation du développement cognitif ou affectif de l'enfant qui va entraîner un retentissement important sur son fonctionnement ou sur ses compétences adaptatives, tant dans sa scolarité, dans sa vie sociale que dans la sphère familiale. Il existe 7 grandes familles de troubles du neurodéveloppement dans le DSM-5. Il existe donc les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles moteurs, le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles du développement intellectuel et enfin les troubles du neurodéveloppement non spécifiés, comme par exemple le syndrome d'alcoolisation fétale. Donc, à quel moment on va pouvoir solliciter un professionnel pour réaliser un bilan neuropsychologique? Dès les premières années de vie, on va pouvoir observer chez certains enfants des signes d'appel avec des décalages des acquisitions par rapport à la population générale. En première ligne, on va vraiment vous inviter à vous rapprocher de votre médecin généraliste, des médecins de la PMI ou du pédiatre. Ces médecins vont pouvoir vous orienter eux-mêmes vers des spécialistes afin de réaliser des premiers bilans sensoriels, par exemple ORL, ophtalmologiques, orthoptiques, mais aussi des bilans paramédicaux comme l'orthophoniste, le psychomotricien ou le kiné. Si le décalage des acquisitions persiste ou si on observe une régression ou une stagnation dans les acquisitions ou aussi des troubles du comportement ou émotionnel, là, un bilan neuropsychologique sera aussi préconisé. Enfin, le bilan neuropsychologique, on peut aussi le proposer à des enfants qui s'inscrivent déjà dans le champ de handicap, qui bénéficient déjà d'un diagnostic fonctionnel, voire étiologique, dans les moments transitoires, comme par exemple lorsqu'ils passent de l'école primaire à l'école élémentaire, le passage du CM2 au collège. À ce moment-là, le bilan va vraiment nous permettre de faire un point sur les compétences actuelles de l'enfant et de voir comment on peut réajuster ses prises en charge et réfléchir à son orientation ou à sa réorientation scolaire. Un point aussi important, c'est qu'on ne réalise pas systématiquement des bilans neuropsychologiques pour les enfants qui bénéficient déjà d'un diagnostic fonctionnel. En général, on conseille d'attendre au moins 18 mois entre un premier bilan et un deuxième bilan neuropsychologique pour laisser le temps à l'enfant de mûrir, de bénéficier des prises en charge dont il dispose, etc. Alors la question maintenant, c'est
auprès de qui se tourner pour réaliser ce bilan neuropsychologique. Alors, le bilan neuropsychologique peut être réalisé par le ou la psychologue scolaire, faire un premier débrouillage. Il peut également être réalisé dans des structures de ville type CAMS, donc c'est-à-dire des centres d'action médico-sociale précoce, ou dans les CMP, centres médico-psychologiques, ou les CMPP, centres médico-psychopédagogiques. Donc, il faut savoir que ces structures de ville, le médecin traitant peut orienter l'enfant directement. Et c'est des structures aujourd'hui où il y a de plus en plus de neuropsychologues qui y travaillent. Donc voilà, vous pouvez vous rapprocher de ce type de structure. Ensuite, il y a le secteur hospitalier avec les CHU, les CH, où vous pouvez vous rapprocher des centres référents des troubles des apprentissages, des centres de ressources autisme pour réaliser ce bilan. Ou encore en libéral auprès de neuropsychologues. Alors, le libéral, certes, les délais sont probablement beaucoup moins longs que dans les 3 autres lieux évoqués, mais c'est onéreux et donc pas accessible à tout le monde. Alors justement, pour pallier aux délais d'attente, aux éventuels coûts financiers et à l'errance diagnostique, des plateformes d'appui et de relais à la coordination des soins se sont pas mal développées depuis quelques années. Donc nous, on va pas faire un listing aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais on peut déjà vous parler des PCO, plateformes de coordination et d'orientation des troubles du neurodéveloppement, qui ont été créées en 2020 sous l'impulsion de la Haute Autorité de Santé. Donc les PCO, elles vont permettre aux familles chez qui un enfant est suspecté de présenter un trouble du neurodéveloppement, sans diagnostic ou en attente de diagnostic, d'être accompagnées à distance par une équipe qui va les mettre en lien avec des professionnels compétents, soit vers des structures que Faustine a décrites préalablement, type CAM, CMP, etc., soit vers des professionnels libéraux avec qui elles ont développé des partenariats pour faciliter le diagnostic et la mise en place des soins. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, votre médecin généraliste devra compléter un guide avec vous et l'enverra ensuite directement auprès de la PCO. Une fois que votre dossier aura été traité par la PCO, l'équipe vous accompagnera et pourra vous faire bénéficier, si c'est justifié, d'un forfait d'intervention précoce pour prendre en charge les frais des professionnels libéraux. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces dispositifs actuellement, ils sont surtout conçus pour les enfants âgés entre 0 et 6 ans en attente ou sans diagnostic. Mais a priori, à partir de 2023, ça va s'étendre pour les enfants âgés entre 7 et 12 ans. Puis, il existe aussi d'autres plateformes, mais qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Et donc maintenant, on va vous expliquer comment se déroule un bilan neuropsychologique. Donc, il y a 4 grandes phases lors du bilan. Il faut savoir que les bilans, ils peuvent se dérouler soit sur une demi-journée, soit sur plusieurs demi-journées. On adapte toujours en fonction de l'enfant et de sa fatigue. Donc, tout d'abord, il y a l'entretien clinique qu'Anaïs va vous présenter. Alors, l'entretien clinique, c'est un temps où on rencontre l'enfant et ses parents, ou un des 2 parents, et où on va reprendre l'histoire du développement de l'enfant, de la grossesse à aujourd'hui. On va revenir sur les éventuels antécédents médicaux, sur les grandes étapes d'acquisition comme la marche, l'accès au langage, l'entrée dans le langage, la propreté, reprendre aussi le parcours scolaire, comment ça s'est passé au niveau des apprentissages dès l'entrée à la maternelle, au niveau comportemental, ses capacités d'autonomie, de socialisation, etc. Ça va nous permettre de dresser un premier état des lieux et repérer les difficultés actuelles de l'enfant. C'est aussi un temps où nous, cliniciens, on va pouvoir aussi observer le comportement de l'enfant et ce qui va nous apporter déjà des petits indices sur son fonctionnement. Alors, concernant les tests neuropsychologiques, le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire un catalogue de tous les tests qui existent, ça n'aurait pas de sens, mais de vous présenter brièvement le fonctionnement de ces tests. Donc, il existe ce qu'on appelle des échelles développementales, par exemple le Brunellesime, le PEP3. C'est des batteries tests où c'est du matériel très ludique et concret, avec des jeux de manipulation, de désignation d'images, de jeux symboliques, d'imitation. Et ça va permettre d'évaluer plusieurs compétences, à savoir la communication, le langage, la motricité, les interactions sociales, de faire une observation du comportement. Et tout ça va nous permettre d'établir un âge de développement en fonction des différents domaines.
Ensuite, on va pouvoir aussi proposer des tests psychométriques, ce qu'on appelle plus communément les tests de QI, ce qui va nous permettre d'estimer les compétences intellectuelles de l'enfant à un instant T. Et ça va nous permettre de situer ses performances par rapport à celles qu'on attendrait ou qu'on observerait chez un groupe d'âge, chez des enfants du même âge dans la population générale. Donc, ce qu'on utilise plus classiquement, ce sont les échelles de Wechsler et il existe 3 grandes batteries selon l'âge de l'enfant. Donc, pour les enfants d'âge préscolaire, on va proposer la WIPSI 4. Pour les enfants d'âge, on va dire scolaire, le WISC 5. Et pour les jeunes adultes ou les adultes plus avancés, la WAIS 4. Donc, de manière générale, même si elles sont sensiblement, on peut retrouver des petites différences entre les batteries, on va pouvoir quand même obtenir en général 5 grands indices. Le premier, c'est l'indice de compréhension verbale, le second, l'indice de raisonnement fluide, ensuite l'indice de visio-spatial, l'indice de mémoire de travail et enfin l'indice de vitesse de traitement. Ces indices, Faustine vous les développera juste après. Mais du coup, à partir de ces indices, on va pouvoir obtenir un quotient intellectuel pour chaque domaine. Point aussi qu'on voulait souligner, c'est que ce n'est pas toujours pertinent de calculer un QI total. On ne le fait pas si souvent parce qu'à partir du moment où on a un écart important, significatif entre l'un de ces deux indices, ça invalide le calcul d'un QI total. Et ça se comprend parce qu'en fait, ça n'aurait pas vraiment de sens d'avoir une seule valeur, puisqu'en fait, ça viendrait lisser les points forts et les points faibles de l'enfant. Alors, je vais vous présenter brièvement les différents indices. Donc, tout d'abord, l'indice de compréhension verbale, ça permet d'évaluer les capacités expressives, réceptives et de raisonnement. Il se compose de plusieurs épreuves, à savoir une épreuve de vocabulaire, il s'agit de définition de mots, des épreuves de culture générale et de connaissances académiques, une épreuve de raisonnement où il faut déduire le concept commun entre deux mots, et également une épreuve de compréhension des normes sociales. Ensuite, l'indice de raisonnement fluide, l'IRF, là, c'est à partir d'un support visuel et ça permet de mesurer, d'évaluer l'accès à la pensée logique. Il y a 2 épreuves, en tous les cas, pour le WISC, c'est ces épreuves-là, une épreuve de raisonnement quantitatif avec l'épreuve balance et une épreuve de raisonnement analogique déductif, catégorisation avec les matrices. Ensuite, il y a l'indice visio-spatial, où là, ça permet de mesurer, d'évaluer les capacités visio-constructives, de rotation mentale, d'organisation spatiale, à travers 2 épreuves. Donc, une épreuve cube, où là, il y a de la manipulation. La personne doit reproduire un modèle avec des cubes, soit rouges, soit blancs, soit bicolores. Et une épreuve puzzle visuel où là, c'est uniquement de la rotation mentale, où il doit reproduire la forme en haut à partir des différents éléments. Ensuite, l'indice de mémoire de travail, l'IMT, juste pour préciser, la mémoire de travail, c'est la capacité à stocker temporairement des informations et les maintenir et manipuler mentalement les informations. Donc ça, on s'en sert vraiment dans la vie de tous les jours pour retenir un numéro de téléphone, un digicode, se souvenir des éléments du consigne, prendre des notes. Et donc là, vous avez un exemple d'une épreuve, mémoire des images, où on présente une image, on tourne la page, et l'enfant doit remontrer l'image qu'il vient de voir. Ensuite, l'indice de vitesse de traitement, IVT, ça permet d'évaluer la vitesse graphomotrice et la prise d'informations visuelles, c'est-à-dire tout ce qui est capacité de balayage visuel, d'appariement, de discrimination visuelle et également les capacités de transcodage. Vous avez 2 exemples d'épreuves juste en dessous. Alors, donc là, je vous ai présenté brièvement les différents indices. Il faut savoir que les échelles de Wechsler et ces batteries, c'est vraiment un outil de débrouillage. Donc, ça permet de situer les capacités intellectuelles selon les différents domaines évalués. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a la courbe de normalité. C'est la répartition de l'intelligence selon la population générale. Et à partir de cette évaluation, on va pouvoir faire un premier diagnostic différentiel, à savoir, est-ce que l'ensemble des domaines sont altérés, et auquel cas on parlera d'un trouble du développement intellectuel, ou est-ce que c'est spécifique à certains domaines, et auquel cas on parlera de troubles spécifiques. Donc, pour resituer, le trouble du développement intellectuel selon le DSM-5, c'est un déficit des compétences intellectuelles avec un trouble du raisonnement logique et de l'abstraction.
Ça entraîne une limitation des capacités adaptatives, aussi bien ça peut être sur le point de vue de la communication, de l'autonomie, des compétences sociales ou encore soins personnels, l'utilisation des ressources sociales et le maintien de la sécurité personnelle. Il faut savoir que voilà, ça apparaît pendant l'enfance et ça persiste à l'âge adulte. L'ensemble, les échelles de Wechsler, plus largement, vont nous permettre, dans le cadre d'un trouble du développement intellectuel, de statuer sur le degré de sévérité de la déficience intellectuelle, ce qui est vraiment important. Est-ce que on va être sur une déficience intellectuelle de degré léger, modéré ou sévère? Mais attention, le QI ne reflète pas le fonctionnement dans son environnement de l'enfant, ni les besoins de soutien. Il faut vraiment aller plus loin et évaluer les capacités adaptatives et observer, voir s'il n'y a pas de troubles du neurodéveloppement associés. Alors justement, pour évaluer les capacités adaptatives, pour aller plus loin que le simple test de QI, on peut proposer une échelle développementale et adaptative, la Vineland 2. Cette échelle, en fait, ça va se passer dans le cadre d'un entretien semi-dirigé en général entre le psychologue et l'un des deux parents, voire les deux, pour évaluer à partir de plein de petites situations très concrètes du quotidien ce qui ressort au niveau des comportements de l'enfant selon les parents. Donc on va pouvoir balayer 4 grands domaines: les compétences actuelles de l'enfant au niveau de la communication, au niveau de l'autonomie dans la vie quotidienne, au niveau de sa sociabilisation, de ses capacités d'adaptation et enfin au niveau de la motricité. Et là aussi, du coup, on va pouvoir dresser des équivalences d'âge, ce qui va être intéressant puisqu'on va vraiment pouvoir s'appuyer sur des points concrets. Pour les parents, c'est plus parlant et ça va nous permettre de voir aussi là où on doit peut-être plus axer les prises en charge et sur quel point fort s'appuyer pour l'aider à progresser dans son autonomie. On va aussi pouvoir proposer une investigation cognitive complémentaire qu'on va réaliser d'ailleurs systématiquement dans le cadre d'un bilan neuropsychologique, que ce soit pour des enfants qui présentent un trouble du développement intellectuel ou non. Alors, comme le disait Faustine tout à l'heure, on ne va pas vous énumérer, proposer un catalogue des tests, mais ce qu'il faut que vous reteniez, ce qui nous semble essentiel, c'est qu'on va pouvoir évaluer chaque grande fonction cognitive grâce à des batteries de tests spécifiques ou plus globales qui sont à notre disposition. Par exemple, on va pouvoir évaluer les capacités attentionnelles de l'enfant, c'est-à-dire sa capacité à maintenir son attention, donc la capacité d'attention auditive soutenue, par exemple, ou visuelle, ou sa capacité à partager son attention entre plusieurs tâches, et là, on utilisera la teach. On va pouvoir évaluer ses capacités plutôt de motricité fine, ses capacités de perception des objets dans l'espace, de l'orientation de son corps aussi dans l'espace, les capacités de langage écrit. Donc là, ça va rejoindre plutôt la lecture, l'orthographe, la graphomotricité. Donc dans les autres fonctions qu'on va pouvoir aussi évaluer, on pourra évaluer la sphère mnésique, donc la mémoire à court terme, à long terme, sur le versant auditif ou visuel. Et là, on va plutôt utiliser la CMS. On pourra aussi évaluer les capacités de langage oral de l'enfant et enfin ses fonctions exécutives. Donc là, c'est les fonctions dites de haut niveau de notre cerveau qui vont chapeauter un peu toutes les autres fonctions et qui vont nous permettre d'élaborer des stratégies pour s'adapter face à des situations nouvelles ou de nouveaux apprentissages, par exemple. On va aussi s'appuyer en complément de tous ces tests qu'on va pouvoir proposer à l'enfant de questionnaires comportementaux qu'on va proposer aux parents ou aux enseignants ou à l'éducateur pour avoir une vision dite écologique de l'enfant dans son quotidien et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir confronter un peu les observations du comportement de l'enfant quotidien par rapport à notre situation de testing, donc dans la situation de bilan. Et ces questionnaires vont nous apporter des informations pour voir si on relève des troubles émotionnels ou comportementaux comme une anxiété importante, un isolement social, des problèmes attentionnels, des difficultés d'organisation, des conduites d'opposition, de provocation, mais aussi d'autres compétences comme la régulation comportementale, voilà, le contrôle émotionnel, savoir s'adapter face à des changements de situation, etc.
Et donc l'ensemble de ces éléments va nous permettre de dresser un profil de l'enfant, soit nous permettre de mettre en évidence un trouble du développement intellectuel ou des troubles plus spécifiques sans trouble du développement intellectuel. Et donc on va émettre des hypothèses pour éclairer le diagnostic fonctionnel et donc caractériser les troubles neurodéveloppementaux de l'enfant. Et donc pour ça, on va s'appuyer sur la classification internationale du DSM-5, qui est utilisée largement par la communauté médicale, mais aussi par les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Et donc en fait, le diagnostic Faustine, fonctionnel, Anaïs, oui. je suis encore une fois désolée de vous interrompre. On a une demande dans le chat, à savoir si vous pouvez parler un peu moins vite pour les personnes malentendantes, si c'était possible de Oui, ralentir. pas de Je suis souci. désolée. C'est très gentil, Non, non, c'est merci. normal. Désolée, oui. Donc ça va être très important de dissocier le diagnostic fonctionnel des diagnostics étiologiques. En fait, dès lors que l'enfant il présente des difficultés neurodéveloppementales, on va pouvoir mettre en place des prises en charge, des dispositifs pour l'accompagner, même si on n'a pas encore identifié quelle est la cause de ces troubles, à savoir si c'est une origine génétique, inflammatoire, etc. Alors, la troisième étape de cette journée d'évaluation, c'est la restitution orale à l'enfant et aux parents. Ça va permettre lors de cette restitution, de présenter le profil cognitif de l'enfant, à savoir ses forces et ses faiblesses, de mettre des hypothèses diagnostiques fonctionnelles pour orienter les prises en charge rééducatives, type orthophonie, psychomotricité, ergothérapie ou encore un suivi psychologique, permettant ainsi des adaptations scolaires, pédagogiques et éducatives, et également établir des conseils psychoéducatifs et une guidance parentale pour favoriser l'autonomie et l'épanouissement de l'enfant et de son entourage, limiter les répercussions dans la vie quotidienne. Et ensuite, la dernière étape, c'est un compte-rendu écrit. Ça permet de faire le lien entre les différents professionnels et les parents. Et lorsqu'il y a un dossier MDPH qui doit être établi, ça permet la reconnaissance des troubles. Alors là, on va passer à la troisième partie de notre présentation, à savoir les recommandations et prises en charge qui vont découler du bilan neuropsychologique. Alors, premièrement, l'orientation scolaire. En fait, à partir du moment où on a identifié ou caractérisé les troubles du neurodéveloppement de l'enfant en difficulté, si celui-ci ne présente pas de troubles du développement intellectuel, il pourra poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire avec des aménagements spécifiques, soit, je vais vous décrire juste après, soit directement en concertation avec l'équipe pédagogique ou soit en passant par la constitution d'un dossier MDPH pour pouvoir attribuer par exemple une AESH ou l'outil informatique. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc sur les dispositifs existants, le premier qu'on peut proposer, c'est un projet personnalisé de réussite éducative, en bas à gauche, PPRE. Donc là, ça peut être mis en place à l'initiative directement des enseignants, du directeur de l'établissement, en concertation avec les parents, à partir du moment où ils ont identifié des difficultés de l'enfant ou des lacunes académiques. Le deuxième plan qu'on peut proposer, c'est en bas à droite, le PAP, plan d'accompagnement personnalisé. Là, c'est plutôt lorsqu'on a objectivé des troubles des apprentissages chez l'enfant. Et donc, le professionnel va transmettre les éléments de conclusion et les préconisations pour aménager la scolarité à l'équipe enseignante qui va se concerter avec les parents et puis voir comment ils vont pouvoir concrètement accompagner cet enfant. Le troisième plan proposé, ça peut être un projet d'accueil individualisé, un PAI. Donc là, ça peut être mis en place directement en concertation des parents et du médecin scolaire ou du chef de l'établissement. C'est plus dans le cadre de pathologies chroniques ou d'intolérances alimentaires ou d'allergies et qui vont nécessiter la mise en place d'un traitement pharmacologique sur le temps scolaire. Et enfin, la dernière possibilité, c'est un projet personnalisé de scolarisation, le PPS, en haut à droite. Là, c'est plutôt dans le cadre d'une situation de handicap qui a été reconnue par la maison départementale des personnes handicapées et qui va permettre l'attribution, par exemple, d'une aide humaine, d'une AESH ou de l'outil informatique en classe.
Ensuite, il existe des enseignements spécialisés. Tout d'abord, la SECPA. Donc, c'est pour les enfants de la 6e à la 3e. La SECPA, c'est une section d'enseignement général et professionnel adapté. C'est des enfants pour qui les adaptations présentées par Anaïs n'ont pas été suffisants. Et du coup, pour accéder à un collège et une classe SECPA, ça se fait avec l'équipe éducative. Par contre, un enfant qui bénéficie d'un dossier MDPH, pour faire la demande de la SECPA, ça devra passer par la MDPH. Ensuite, il y a les classes ULIS, c'est des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Donc là, c'est des classes qui sont au sein des écoles. C'est des classes à petit effectif avec un apprentissage différencié où l'enfant, là on est dans le champ du handicap, il faut faire appel à la MDPH. Et l'enfant va pouvoir bénéficier de temps dans la classe ULIS, mais également de temps d'inclusion dans sa classe de niveau. Il existe différents types d'ULIS en fonction des besoins de l'enfant, donc soit des ULIS troubles du fonctionnement cognitif, soit des ULIS troubles du langage oral, moteur ou visuel ou auditif. Ensuite, il y a tout le secteur médico-éducatif avec les IME, les instituts médico-éducatifs. Donc là, c'est des établissements où il va avoir un projet personnalisé pour l'enfant avec des temps scolaires, mais également toute une prise en charge éducative, rééducative, avec les soins qui sont faits sur place. Et après l'IME, souvent il y a l'IM Pro où là, le jeune peut établir un projet professionnel pour bénéficier d'un emploi adapté, soit en milieu protégé, soit en milieu ouvert. Donc là, c'est vraiment une liste non exhaustive des différentes structures, mais c'est un peu pour vous montrer les différentes possibilités. Donc, par exemple, il y a également les ITEP, qui sont des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Il y a les EREA, qui sont des établissements régionaux d'enseignement adapté. Voilà. Alors, maintenant, on va vous présenter les lieux de prise en charge thérapeutique. Donc, comme on le disait un peu plus tôt lors de la présentation, en général, donc c'est le médecin qui va orienter vers ces structures. Donc, il peut vous orienter vers un CAMS, Centre d'accueil médico-social précoce, qui reçoit des enfants âgés entre 0 et 6 ans. Il peut aussi vous orienter vers un centre médico-psychologique ou psychopédagogique. Donc là, c'est pour tous les âges. Et en général, c'est eux qui vont prendre le relais aux enfants qui sont suivis en CAMS quand ils ont atteint l'âge limite. Et donc, en fonction des professionnels qui vont être disponibles au sein de ces structures, du CMP au CMPP, soit tout va pouvoir être effectué dans ce cadre-là, soit eux-mêmes vont vous orienter vers un CATTP, Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, ou vers des HDJ, hospitalisation de jour, qui sont dotés d'autres professionnels, peut-être plus spécialisés pour répondre aux besoins de votre enfant. Et donc là, pareil, ça recouvre tous les âges. Et la dernière possibilité, ça va être de vous orienter vers un CESAD. Et donc là, c'est un peu plus spécifique puisqu'il faut que votre enfant ait effectivement été reconnu par la MDPH comme présentant un handicap. Et donc, ces équipes de CESAD, ce sont des équipes mobiles spécialisées qui vont intervenir sur le temps scolaire pour effectuer les prises en charge rééducatives. Et l'autre option, enfin, c'est celle du libéral. Alors, ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir une prescription médicale pour se tourner vers les professionnels libéraux. En fait, c'est surtout pour l'orthophonie et parfois la psychomotricité, l'ergothérapie que vous allez avoir besoin d'une prescription médicale. Mais sinon, pour les psychologues, les neuropsychologues, vous pouvez les solliciter directement. Et donc là, pareil, selon le professionnel, vous trouverez celui qui recevra par rapport à l'âge de l'enfant. Ce qu'on voulait dire aussi et qui est important, c'est que la mise en place des suivis, des prises en charge thérapeutiques, elle peut être réalisée sans attendre la réalisation d'un bilan neuropsychologique ou même si vous n'avez pas de diagnostic étiologique par rapport aux difficultés de votre enfant. Et là, voici un petit tableau récapitulatif des types de prise en charge en fonction des besoins de l'enfant. Donc, par exemple, un enfant qui présente un trouble du tonus ou des difficultés dans le développement de la motricité, de la posture, des troubles de la coordination, de la motricité fine, qui peuvent avoir une répercussion au niveau du graphisme. Dans la petite enfance, vous pouvez vous tourner vers un kinésithérapeute ou vers un psychomotricien et en grandissant vers un ergothérapeute.
Si l'enfant présente des troubles de l'oralité alimentaire avec des difficultés pour déglutir, pour mâcher, pardon, des troubles de la communication ou du langage oral, là, vous allez pouvoir vous tourner vers un orthophoniste, mais aussi parfois vers un kinésithérapeute ou un psychomotricien qui vont être spécialisés sur la sphère orofaciale pour stimuler les praxis bucco-faciales, etc. Et puis prendre en charge pour la partie langagière. Il y a aussi la possibilité de se tourner vers un orthoptiste ou un ophtalmologue si l'enfant présente des troubles visuels. Pour les enfants, par exemple, présentant des troubles du comportement, que ce soit de type anxiété ou inhibition ou une agitation importante ou des difficultés dans la régulation émotionnelle et des conduites, dans la petite enfance, vous pouvez vous tourner vers un psychomotricien ou un éducateur spécialisé et par la suite vous orienter également vers un psychologue ou un pédopsychiatre. Et enfin, pour les enfants qui présenteraient un décalage notable au niveau des acquisitions, des apprentissages ou des difficultés à rester concentrés, à tenir en place ou des difficultés au niveau des fonctions exécutives, là, prioritairement, on aurait tendance à vous orienter vers un neuropsychologue, mais vous pouvez aussi tout à fait réaliser plusieurs bilans complémentaires ou parallèles auprès d'un ergothérapeute, d'un orthophoniste ou d'un psychomotricien. Donc là, ce tableau et ce qu'on a pu dire sur les différentes prises en charge, c'est important de prendre en compte que ces orientations se font en fonction de l'âge de l'enfant et en fonction du maillage territorial. C'est pour ça que c'est vraiment important de vous rapprocher du médecin traitant et de regarder localement ce qui est possible ou non. Ouais. Alors, pour conclure, donc l'objectif du bilan neuropsychologique, c'est vraiment d'aider à établir un diagnostic fonctionnel pour améliorer la prise en charge de l'enfant, sa scolarisation, adapter si nécessaire et favoriser son autonomie et son épanouissement. Donc, comme on l'a pas mal souligné, je pense, c'est important aussi de s'appuyer sur le maillage local, donc à savoir quelles sont les ressources disponibles sur les territoires et dans votre localité au niveau des structures, des professionnels libéraux, etc. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous avez à votre disposition plusieurs organismes qui existent et vers lesquels il ne faut pas hésiter à se tourner. Les fameuses plateformes de coordination et de relais selon les régions. Donc, nous, on vous a parlé de la PCO, mais il en existe d'autres. Sur la filière aussi, Andirard, le site internet offre beaucoup de sources d'informations et ressources très riches. Et aussi ne pas hésiter à se tourner vers les associations de patients qui permettent d'échanger avec des patients experts. Et de plus, leur site est intéressant à consulter puisqu'ils partagent beaucoup de documents et de conseils. Alors, afin de reprendre un peu tout ce qu'on a dit, on a décidé de faire 2 vignettes cliniques pour vraiment retracer et mettre en illustration nos propos. Donc là, la première vignette clinique, c'est une petite fille Emma, âgée de 10 ans, 7 mois, scolarisée en CM2. Elle est orientée dans le service de génétique clinique par son médecin traitant pour une exploration devant des taches café au lait associées à des difficultés d'apprentissage depuis la grande section de maternelle, des difficultés qui sont présentes mais qui n'ont jamais été explorées et il n'y a vraiment aucune prise en charge. Donc là, on va reprendre les 4 étapes de la journée d'évaluation. Donc d'abord, il y a eu un entretien avec les parents au cours duquel on a été informé que devant le développement psychomoteur et langagier, il n'y avait rien de particulier à signaler. Il n'y avait aucune particularité au niveau du sommeil et de l'alimentation. Par contre, en ce qui concerne l'autonomie en vie quotidienne, il est rapporté que Emma elle a besoin d'être beaucoup supervisée, qu'elle oublie les tâches à réaliser ou les bacs. Elle a également des difficultés à faire face au changement et elle a un gros problème au niveau de l'initiation. Au niveau de la scolarité, il y a un retard important dans les apprentissages qui est signalé par l'équipe enseignante depuis plusieurs années, avec une lecture qui est acquise mais qui est très lente, avec des gros problèmes de compréhension. C'est une enfant qui est très distractible et elle présente également une lenteur d'exécution. Au niveau de la socialisation, elle est difficilement intégrée avec ses pairs. C'est une enfant qui est isolée, qui est très casanière, qui a peu d'amis
et également qui est très influençable, qui n'a pas forcément conscience du danger. Donc, suite à cet entretien, on est resté avec Emma pour lui proposer une évaluation composée d'une évaluation psychométrique, de tests cognitifs complémentaires, de questionnaires comportementaux, et on a fait du coup une analyse qualitative et quantitative. Donc, concernant l'évaluation psychométrique, donc là, ce que vous observez, c'est la première page du protocole du WISC. Et c'est pour vous montrer que là, par exemple, on a un profil qui est hétérogène, avec un indice visuospatial qui est dans la zone moyenne, un indice de compréhension verbale et de raisonnement fluide qui est dans la zone moyenne faible, et un indice de mémoire de travail et de vitesse de traitement dans la zone limite. Donc là, ce profil nous permet d'écarter la présence d'un trouble du développement intellectuel. Mais on a 2 indices qui sont chutés et comme à chaque fois, on va faire des investigations complémentaires. Donc là, c'est un résumé des investigations complémentaires. On ne va pas rentrer dans le détail, mais pour l'évaluation de la mémoire, on a utilisé la batterie de la CMS et ça montre qu'elle a des capacités tout à fait dans la norme. Ce qui concerne l'attention, on a utilisé la Teach. Et là, on observe des scores déficitaires, aussi bien en attention visuelle, auditive que divisée. Ce qui concerne les fonctions exécutives, on a pris différentes épreuves de la batterie F et de la batterie NEPSI 2, et là encore des scores déficitaires, aussi bien au niveau de l'inhibition que de la flexibilité mentale. Et on a également évalué les apprentissages scolaires avec la BMTA, et là on observe des performances fragiles, voire déficitaires. Ensuite, les parents ont complété les questionnaires comportementaux, le CBCL, la Brief et le Conners. Donc là, on vous a fait une synthèse des observations et ce qui ressortait. On observe une altération au niveau des fonctions, enfin tout ce qui est inattention, impulsivité, de l'anxiété, de gros problèmes sociaux, un défaut d'accès à la métacognition, c'est-à-dire tout ce qui est initiation, planification, mémoire de travail, autocontrôle, et également des difficultés importantes de régulation, de flexibilité et d'inhibition. Et dans le sens inverse, on observe qu'il n'y a pas de problème d'opposition, de troubles des conduites, pas de comportement délinquant, pas d'agressivité et un contrôle émotionnel correct. Suite à l'entretien au test, on fait la restitution orale à Emma et à ses parents et ça nous permet d'établir un diagnostic fonctionnel. Donc, comme on l'a vu, on a écarté la présence d'un trouble du développement intellectuel. Mais l'ensemble des observations mettent en évidence un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité, des troubles des fonctions exécutives et des troubles des apprentissages. Et tout ça a un impact majeur sur l'autonomie d'Emma en vie quotidienne et dans les acquisitions scolaires. Et après discussion avec les parents, l'équipe pédagogique, il est question de faire une demande de projet personnalisé de scolarité auprès de la MDPH. Et lors de la réunion des équipes éducatives, il a été discuté soit d'une orientation en 6e SECPA, soit une orientation en 6e ULIS, trouble des fonctions cognitives. Ensuite, concernant la prise en charge, il est recommandé de mettre en place de l'orthophonie, de l'ergothérapie et également, devant les difficultés au niveau des relations sociales et des interactions, un groupe habilité sociale. Et au regard de la conjoncture familiale et des difficultés rencontrées, pour faciliter toute cette coordination et l'emploi du temps, parce que ça fait quand même beaucoup de prise en charge, une demande de CESAD a été faite auprès de la MDPH. Et donc voilà, pour conclure, cette vignette clinique avait vraiment pour objectif de vous montrer que, en l'absence de diagnostic étiologique, il est tout à fait possible de faire les démarches et de prendre en charge les difficultés rencontrées, que là, le bilan s'inscrit vraiment, est vraiment pertinent pour éclairer sur les difficultés de cet enfant et on peut solliciter la MDPH en l'absence de diagnostic étiologique. Alors, je vais vous présenter une seconde vignette clinique. Donc là, il s'agit d'une petite Léa, âgée de 6 ans 0 mois, qui est scolarisée en 2e année de grande section maternelle et qui est accompagnée d'une AESH, donc d'une AVS, à raison de 12 heures par semaine.
Elle est orientée par le médecin généticien du service qui la suit depuis plusieurs années. Et donc là, le motif de la consultation, c'est d'explorer les fonctions cognitives de cet enfant qui présente des troubles du neurodéveloppement dans le cadre de son suivi pour un syndrome Apert. Je ne sais pas si on prononce le T. Toujours est-il que ce syndrome, il est connu pour entraîner des malformations cérébrales importantes et aussi notables au niveau des extrémités, des mains et des pieds, avec souvent des complications effectivement au niveau neurodéveloppemental. Donc, on réalise un premier entretien clinique avec Léa et ses parents. Donc l'anamnèse permet de mettre en évidence pas mal de décalage, notamment au niveau du développement psychomoteur, où c'est une petite fille qui a marché très tardivement, à l'âge de 24 mois, qui rencontre encore d'importantes difficultés motrices pour courir, pour sauter, pour monter ou descendre des escaliers. Elle ne sait pas faire de vélo. Les premiers mots sont apparus aussi très tardivement, à l'âge de 20 mois. Elle peut faire des petites phrases, mais souvent incomplètes, agrammatiques. On retrouve aussi un niveau de vocabulaire qui reste assez limité dans les échanges spontanés. Par contre, elle est très communicative. Elle présente aussi des antécédents médicaux importants avec une malformation cérébrale. Cet enfant présentait une macrocéphalie et aussi des malformations importantes au niveau des extrémités des membres. Et pour elle, ça concerne vraiment les doigts et les orteils. Et ça a d'ailleurs justifié plusieurs interventions chirurgicales. Et c'est aussi une enfant qui a présenté des crises convulsives dans sa toute petite enfance et qui est aujourd'hui toujours traitée sous anti-épileptiques. Au niveau du sommeil, pas de difficulté particulière, tout va bien. Au niveau de l'alimentation, elle prend plaisir à manger, elle mange de tout. Par contre, un léger surpoids est noté. Au niveau de l'autonomie dans la vie quotidienne, c'est une enfant qui, malgré le fait qu'elle soit volontaire, a besoin d'être beaucoup aidée, d'être beaucoup assistée dans les gestes, que ce soit pour s'habiller, pour sa toilette, pour la douche, pour se brosser les dents. Les parents sont systématiquement à ses côtés pour décomposer tous ces gestes. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une prise en charge. Alors très vite, elle a été orientée dans un CAMS, Centre d'accueil médico-social précoce. Et donc là, elle bénéficie d'une séance d'orthophonie par semaine et d'une séance de kinésithérapie par semaine. Au niveau de la scolarité, elle est décrite comme une enfant qui se démobilise très rapidement, qui présente d'importantes difficultés pour s'exprimer à l'oral, pour comprendre les consignes orales, mais elle reste toujours très volontaire, assez enjouée et du coup, elle essaye d'apprendre, de rentrer dans les acquis préscolaires, mais ça reste quand même un peu difficile pour mémoriser par exemple la comptine alphabétique ou la chaîne numérique. Au niveau de la socialisation, c'est une enfant joviale qui est très bien intégrée parmi ses pairs. Donc, deuxième partie du bilan, on va réaliser les tests. Donc, je vais rester toute seule avec cet enfant, proposer une évaluation psychométrique et aussi une échelle adaptative pour avoir des éléments un peu plus qualitatifs dans la vie quotidienne que je vais confronter aussi aux observations cliniques. Alors, l'évaluation psychométrique réalisée, donc là encore, vous allez percevoir la première page du protocole de la WIPSI 4, donc pour les enfants d'âge préscolaire. Donc, on peut voir qu'on a un profil un peu plus homogène avec l'indice de compréhension verbale, l'indice de raisonnement fluide, l'indice de mémoire de travail et enfin de vitesse de traitement qui se situe dans une zone très faible, c'est-à-dire inférieure à 70. On a l'indice visio-spatial qui est un peu plus préservé, qui se situe dans la zone limite. Donc, ce profil-là va être quand même évocateur d'un trouble du développement intellectuel, un degré de sévérité léger. On complète ce bilan. Oui, c'est vrai que je n'ai pas indiqué, mais il y a eu aussi d'autres épreuves facultatives qui ont été réalisées et qui se situaient également dans une zone déficitaire ou limite. Donc, on va compléter par une échelle développementale. Donc, on propose à cette famille une Vineland 2, donc ce fameux entretien semi-dirigé qui va reprendre plein de comportements très précis de la vie quotidienne qui sont regroupés par domaine. Donc, les capacités, les compétences actuelles de cet enfant au niveau de la communication orale, donc pour s'exprimer, pour comprendre, ou dans la communication écrite. Au niveau de l'autonomie, donc son autonomie dans ses soins personnels, pour gérer
gérer certaines petites tâches domestiques, pour les tâches plus dites communautaires. Au niveau aussi de ses capacités de socialisation, donc comment elle rentre dans la relation avec les autres, dans les jeux, et comment elle s'adapte aussi dans des situations plus collectives. Et enfin, au niveau de la motricité, avec ses compétences actuelles, au niveau de la motricité globale et motricité fine. Donc, pour chaque compétence, domaine, on va pouvoir obtenir des âges de développement. Et ce qu'on peut voir pour cet enfant, c'est que son âge réel est représenté par la ligne rouge, donc elle est âgée de 6 ans 0 mois, mais sur l'ensemble des domaines, aujourd'hui, ses compétences varient entre, on va dire, 2 ans et 3 ans 9 mois. Donc on voit qu'on observe bien un décalage global dans l'ensemble des sphères évaluées qui conforte bien l'étiquette d'un TDI. Ce bilan, cette échelle, elle est importante parce que nous, avec les parents, ça va nous permettre aussi concrètement de situer les situations qui restent très pénalisantes ou invalidantes pour cet enfant et donc de voir justement sur quelle prise en charge on va pouvoir accentuer un petit peu les axes rééducatifs et aussi de s'appuyer sur ses forces pour l'aider à s'appuyer dessus justement pour toujours progresser davantage dans son autonomie. Donc, restitution orale. Donc là, on va pouvoir aborder le diagnostic fonctionnel et donc évoquer le trouble du développement intellectuel à un degré léger, auquel va être associé un trouble de la communication avec un impact assez important au niveau du langage oral, des troubles moteurs majeurs au niveau de la motricité fine, globale, de la graphomotricité. Et donc là, c'est vraiment à mettre en lien aussi avec ces malformations des mains dans le cadre de son syndrome. Et donc l'ensemble de ces difficultés va entraîner une fatigabilité attentionnelle majeure qui explique le manque d'autonomie dans la vie quotidienne et le décalage qui perdure dans les acquisitions scolaires. Donc pour la scolarité, concertation avec l'équipe pédagogique, les parents et le corps médical suite à ce bilan, il a été convenu bien évidemment de maintenir le projet personnalisé de scolarité avec l'AVS, l'AESH pour la poursuite de l'année en grande section. Et on a tous convergé sur une piste d'orientation scolaire, celle de l'orienter vers un CP ULIS, trouble des fonctions cognitives, puisque c'est une enfant qui ne présente pas de trouble du comportement, qui est très volontaire, qui s'intègre bien dans le groupe classe et donc avec les aménagements proposés, les supports pédagogiques et le rythme adapté, on pense que ce sera bénéfique pour elle pour qu'elle continue de progresser. Au niveau des prises en charge, on maintient l'orthophonie et la kinésithérapie et on va aussi anticiper la transition du CAMS vers le CMP puisqu'elle atteint l'âge limite. Et on préconise aussi une prise en charge supplémentaire de l'ergothérapie en libéral puisque, en fait, étant donné qu'elle a des malformations et des difficultés encore majeures au niveau de la motricité, l'idée, ça va être de voir si on peut pas adapter du matériel, proposer des facilitations ergonomiques pour qu'elle gagne davantage sur son autonomie. Oups, j'étais un peu vite. Donc l'intérêt de cette deuxième vignette clinique, c'était de montrer déjà un profil d'une enfant un petit peu plus jeune qui là présente un trouble du développement intellectuel et qu'effectivement ces étapes de transition, c'est important de bien accompagner les parents et les enfants parce qu'on va quitter l'école scolaire et donc le choix de l'orientation est très important, mais aussi de la poursuite et des réajustements des prises en charge rééducatives. Voilà, on vous remercie pour votre attention et on se tient maintenant disponible pour répondre à vos questions.